Et si la clé de la libération noire n'était pas cachée dans les rues de New York ou d'Atlanta, mais battait dans le cœur de l'Afrique francophone? Imaginez un instant, un homme, peu connu en Occident, pourrait bien porter le message qui changera à jamais notre compréhension du combat noir où que nous soyons sur le globe. Ce nom, c'est Ibrahim Traoré. Capitaine burkinabé, âgé de seulement 37 ans, il interpelle aujourd'hui toute la diaspora noire. Son discours n'est pas celui d'un politicien ordinaire, mais d'un homme d'action. Il incarne la rupture, la détermination, l'audace qui manque cruellement à tant de mouvements noirs à travers le monde. Son visage, ferme et serein, symbolise la renaissance d'une Afrique qui se lève, fière et autonome. En moins de 2 années, il a réalisé ce que beaucoup jugeaient impensable. Il a brisé 5 siècles de domination française sur le Burkina Faso. Les paroles ont cédé la place aux actes. Il a montré que la volonté politique, alliée à une vision claire et à une organisation solide, pouvait abattre les murs que l'on croyait infranchissables. Les armées occidentales ont été chassées du sol burkinabé. Les mines d'or, jadis pillées par des multinationales étrangères, sont désormais nationales. Chaque gramme d'or extrait profite enfin aux Burkinabés eux-mêmes, pas aux puissances étrangères. Ce geste, loin d'être purement symbolique, a des répercussions concrètes sur la vie de millions de familles, qui voient désormais les fruits de leurs terres leur revenir. Mais Traoré ne s'est pas arrêté là. Il a restauré le respect des traditions africaines, effacé les symboles coloniaux et rendu à son peuple la fierté de ses origines. Grâce à lui, l'Afrique redécouvre sa voix, sa force, sa dignité. Il a initié une dynamique où la culture locale redevient source de fierté, où les jeunes ne rêvent plus seulement d'émigration, mais de bâtir leur avenir sur leur propre sol. Ce bouleversement silencieux pose une question brûlante à chaque Noir américain. Pourquoi la révolution a-t-elle eu lieu à Ouagadougou, alors que le rêve d'émancipation reste hors de portée à Chicago ou Baltimore? Comment le Burkina Faso a-t-il retrouvé ses ressources et sa souveraineté quand tant de quartiers noirs américains vivent encore sous le joug de la pauvreté, de la violence policière et de l'effacement culturel? Le message d'Ibrahim Traoré à la diaspora est clair et radical. Contrôler nos ressources, bâtir nos institutions, renouer avec notre culture, voilà la seule voie vers la liberté. Refuser ce modèle, c'est condamner nos enfants à l'exploitation, à la misère, à la perte de notre histoire. C'est accepter le statu quo, la répétition des cycles d'oppression, de marginalisation et d'aliénation. Mais suivre cet exemple, c'est ouvrir la porte à une nouvelle ère de souveraineté noire, non seulement en Afrique, mais partout où la diaspora cherche à briser ses chaînes. C'est inscrire la lutte dans une perspective mondiale, où chaque victoire locale nourrit la résistance globale. Alors, comment Ibrahim Traoré a-t-il réussi là où tant d'autres ont échoué? Découvrir son parcours, c'est peut-être découvrir ce qui manque à notre propre lutte. Son itinéraire, semé d'embûches mais jalonné de victoires, contient des leçons essentielles pour tous ceux qui aspirent à la libération. Pour comprendre ce tournant historique, il faut plonger dans l'itinéraire de Traoré et les choix radicaux qui ont changé le destin de son pays. Son histoire recèle des clés inattendues pour toute la diaspora noire. Ce n'est pas seulement une success story africaine, mais un manuel pour toutes les communautés opprimées. Ce n'est pas un simple hasard si les douleurs du Burkina Faso trouvent un écho dans les quartiers noirs de Chicago ou d'Atlanta. Au-delà des océans et des décennies, une même logique d'oppression relie les blessures de l'Afrique aux souffrances de sa diaspora américaine. Pour mesurer la portée révolutionnaire de l'expérience burkinabé, il faut d'abord comprendre ce qui unit ces mondes en apparence si éloignés. Aux États-Unis, les communautés noires subissent la ségrégation, la violence policière et une pauvreté enracinée depuis des siècles. Les quartiers abandonnés, les écoles sous-financées, le chômage massif et les incarcérations de masse ne sont pas des accidents, mais le résultat d'un système conçu pour perpétuer l'injustice. Encore aujourd'hui, la couleur de peau détermine l'accès à la dignité, au travail, parfois même à la simple sécurité de vivre. En Afrique, des pays comme le Burkina Faso restent marqués par la domination occidentale. Ici, la violence ne porte pas toujours l'uniforme d'un agent de police.
Elle s'incarne dans les multinationales qui pillent les mines, les monnaies imposées ou les gouvernements sous tutelle. À Ouagadougou comme à Chicago, l'extraction de la richesse nationale appauvrit les habitants tout en enrichissant des puissances extérieures. La quasi-totalité des mines d'or burkinabées appartenaient à des intérêts étrangers, qui rapatriaient la majeure partie des profits. De façon analogue, dans les villes américaines, les grandes chaînes, les banques et les promoteurs captent la valeur créée par les Noirs, que ce soit par la gentrification, les taux d'intérêt exorbitants ou l'exploitation de la culture noire sans reconnaissance ni retour pour les créateurs. Derrière ces réalités se cache le même mécanisme: racisme institutionnel, extraction économique, domination culturelle. En Afrique, l'école enseigne en français, les tribunaux appliquent des lois héritées de la colonisation et la réussite se mesure selon des normes européennes. Aux États-Unis, la culture dominante impose l'anglais académique, marginalise les expressions afro-américaines et criminalise les codes vestimentaires ou musicaux nés de la communauté noire. Colonialisme en Afrique, néocolonialisme aux États-Unis. La logique reste identique, même si les formes diffèrent. Qu'il s'agisse de contrôler les ressources naturelles ou de façonner l'identité noire, le système cherche à priver les peuples de leur pouvoir et à les maintenir dans la dépendance. Pour illustrer cette continuité historique, rappelons l'exemple de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 60. Malgré les avancées obtenues, fin de la ségrégation légale, droit de vote, la structure économique et sociale maintient encore aujourd'hui une majorité de Noirs américains dans une situation de précarité. Ce n'est pas une fatalité, mais le fruit d'un système qui, sous des formes renouvelées, poursuit la logique de domination héritée de l'esclavage et de la colonisation. Penser que ces luttes sont isolées, c'est renforcer la domination. Se voir comme des victimes uniques, c'est oublier que le combat des Noirs américains et celui des Africains partagent la même racine. Mais reconnaître cette connexion ouvre la voie à une solidarité transcontinentale, à l'échange de stratégies et à la création de solutions globales. Ainsi commence la riposte collective. Dans ce contexte, que révèle l'approche Traoré et comment la diaspora peut-elle s'en inspirer pour changer le cours de l'histoire? L'exemple du capitaine Traoré bouleverse les codes traditionnels de la résistance noire. En examinant ses méthodes et leurs résultats, on découvre une voie concrète vers la souveraineté et l'autonomie pour tous les peuples noirs. Traoré n'a pas sollicité d'autorisation. Il a imposé sa volonté. Là où tant hésite, il a choisi d'affronter l'ordre établi, dynamitant pilier après pilier le système colonial qui enchaînait son peuple. Il a agi avec la détermination des grands révolutionnaires, s'inspirant de figures telles que Thomas Sankara ou Patrice Lumumba. Première offensive, récupérer la richesse du sol. Traoré nationalise toutes les mines d'or et inaugure la toute première raffinerie burkinabé. Pour la première fois, la valeur de l'or enrichit son peuple, au lieu de filer à Paris ou à Londres. Cette décision rappelle les nationalisations menées par Kwame Nkrumah au Ghana ou par Ahmed Sékou Touré en Guinée, deux exemples historiques de prise de contrôle des ressources par des États africains. Protéger l'économie nationale, c'est aussi casser les chaînes de la consommation imposée. Fini les vêtements de seconde main venus d'Europe. Cette décision radicale sauve l'industrie textile locale, stimule la création africaine et restaure la dignité. Porter africain devient un acte de fierté, un étendard de souveraineté. Cela s'inscrit dans la même dynamique que le mouvement du « Black is Beautiful » aux États-Unis dans les années 70, qui valorisait l'esthétique afro-américaine face aux normes blanches. Sur le front financier, Traoré refuse la dépendance envers les banques françaises. Il fonde une banque postale nationale, offrant au Burkina Faso la maîtrise de son argent, le financement de ses projets et un soutien direct aux entrepreneurs locaux. Fini la tutelle de l'Occident. Ce type d'initiative rappelle la création des premières « Black Banks » aux États-Unis, comme la One United Bank fondée à Boston, qui visent à garder les capitaux dans la communauté noire. L'autonomie, c'est aussi nourrir son peuple. Traoré engage de grandes réformes agricoles. Intrants distribués, formation dispensée, autosuffisance alimentaire visée. Désormais, le Burkina Faso ne tend plus la main pour du blé ou du riz. Il se nourrit de ses récoltes grâce à ses paysans.
C'est la même logique que les coopératives agricoles fondées par les anciens esclaves dans le sud des États-Unis après la guerre de sécession. Mais la révolution ne s'arrête pas à l'économie. Traoré s'attaque à la domination culturelle. Il remplace les symboles coloniaux par des traditions africaines authentiques. Tenues traditionnelles au lieu de costumes européens, langues et coutumes locales valorisées dans l'administration, la justice et l'éducation. Ici, la fierté africaine devient la norme. Ce mouvement s'inscrit dans la lignée du Black Power de Stokely Carmichael, qui prônait l'affirmation culturelle comme condition de la libération politique. Enfin, la souveraineté s'impose jusque dans l'armée. Traoré expulse les soldats français et noue de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie et la Chine. Désormais, la défense du pays appartient aux Burkinabés. Ce sont eux qui choisissent leurs alliés et leurs priorités, sans subir de pressions étrangères. Cette stratégie de diversification des partenariats rappelle les choix de Julius Nyerere en Tanzanie, qui, dans les années 60, avait su jouer des rivalités Est-Ouest pour préserver l'autonomie de son pays. En agissant ainsi, Traoré prouve qu'abandonner ses ressources et ses institutions, c'est demeurer vulnérable et dépendant des décisions d'autrui. Mais s'organiser et prendre le contrôle, c'est ouvrir la voie à une puissance noire libre, nouvelle et fière. Il donne chair à l'idéal panafricain, longtemps rêvé par Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop ou Marcus Garvey. Pourtant, chaque victoire de Traoré s'accompagne de nouveaux défis. L'Occident, bousculé, n'a pas dit son dernier mot. Les sanctions économiques, la guerre médiatique, les menaces de déstabilisation pèsent sur le Burkina Faso. Mais la résilience du peuple burkinabé, forgée dans l'épreuve, démontre que la peur n'est plus un obstacle. La révolution du capitaine Traoré ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Elle traverse les océans et secoue la diaspora noire, de Paris à New York, réveillant des espoirs longtemps étouffés. Les réseaux sociaux se font l'écho de cette renaissance, propulsant le discours de Traoré jusque dans les universités américaines, les quartiers populaires de Londres ou les banlieues de Montréal. Cette onde de choc dépasse la politique. Elle s'inscrit d'abord dans les esprits. Elle brise le vieux mythe de l'infériorité noire en prouvant que la victoire et la souveraineté sont possibles. C'est la confirmation éclatante qu'un peuple noir, rassemblé et déterminé, peut renverser des siècles de domination sans demander la permission. Au Burkina Faso, Traoré et ses alliés posent des actes concrets. Ils reprennent le contrôle des ressources naturelles, expulsent les armées étrangères, bâtissent des institutions autonomes et remplacent les symboles coloniaux par des repères africains. Ils prouvent, par l'exemple, que l'on peut réussir sans tutelle occidentale. À chaque étape, ils démontrent la pertinence du slogan « Par nous, pour nous ». Mais il ne s'agit pas seulement d'économie ou de politique. C'est une renaissance culturelle profonde. La langue française n'est plus imposée comme unique étendard. Les langues africaines prennent de la place à l'école et dans la rue. On célèbre les héros révolutionnaires africains, comme Thomas Sankara, et la mémoire collective redevient une source d'inspiration vivante. Cela rappelle le mouvement de la Renaissance de Harlem, où la culture noire fut érigée en symbole de résistance. Cette révolution inspire jusque dans les quartiers noirs de Londres et d'Atlanta. Les jeunes noirs américains, confrontés aux limites de l'intégration, réclament désormais un pouvoir économique réel. Ils exigent des banques qui leur appartiennent, des entreprises à leur image, et surtout, la fierté de leur culture, sans filtre ni compromis. Des collectifs comme Buy Black Movement ou The Black Wall Street Renaissance s'inspirent déjà de ce modèle. La réussite de Traoré ouvre un horizon neuf à toute la diaspora noire. Elle montre que l'émancipation ne dépend plus du regard occidental. Les regards se tournent vers l'Afrique, vers l'Asie, vers l'Amérique du Sud, pour bâtir de nouvelles alliances et tisser des ponts entre les diasporas du Sud. L'exemple des BRICS, ce groupe de pays émergents, montre la possibilité de créer de nouveaux pôles de puissance hors du contrôle de l'Occident. Dans cette dynamique, la coopération Sud-Sud devient une évidence. Ensemble, il devient possible de s'affranchir du système occidental en créant un réseau panafricain solide et capable d'influencer la scène internationale. Cela implique de partager les stratégies,
de mutualiser les ressources et de s'inspirer des succès collectifs. Par exemple, les coopératives agricoles africaines pourraient échanger des techniques avec les fermes urbaines de Détroit ou de Johannesburg. Mais le danger est réel. Manquer cette opportunité, c'est condamner une nouvelle génération à la dépendance. Saisir ce moment, au contraire, c'est ouvrir la voie à une renaissance noire, où dignité, puissance et autonomie cessent d'être des rêves lointains. C'est la différence entre un avenir subi et un destin choisi. Tout se joue dans les prochains mois. Ceux qui hésitent risquent de rester à la traîne, tandis que les audacieux pourraient redéfinir l'histoire noire mondiale. Reste à savoir qui osera franchir le pas. Les prochains leaders surgiront-ils d'Harlem, de Cotonou, de Johannesburg ou de la Martinique? Vous n'avez pas besoin d'attendre un miracle à la Maison-Blanche pour transformer votre quartier. Ce que montre l'exemple du capitaine Traoré, c'est que le vrai changement commence là où vous avez déjà du pouvoir, même s'il paraît minuscule. Attendre des réformes venues d'en haut, c'est choisir la frustration et la stagnation. Agir localement, c'est ouvrir la voie à la fierté, à la sécurité et à l'autonomie collective. Regardons d'abord l'économie. Traoré a prouvé que la souveraineté commence par la prise en main des ressources. Dans les quartiers noirs américains, cela passe par la création de coopératives où les profits restent entre les mains de la communauté, pas dans celles de multinationales étrangères. Ouvrir des banques communautaires, financer des projets locaux, offrir des crédits aux jeunes entrepreneurs, c'est bâtir la base de l'indépendance. Développer l'agriculture urbaine, transformer des terrains abandonnés en jardins collectifs, créer des marchés de proximité, c'est lutter contre la faim, former la jeunesse et faire circuler la richesse sur place. À Tulsa, l'ancienne Black Wall Street, ce modèle avait permis aux Noirs de bâtir une économie autonome avant d'être brutalement détruite en 1921. Pour la culture, il faut exiger une éducation afrocentrée. Cela veut dire enseigner l'histoire, la philosophie et les sciences noires dès l'enfance, afin que chaque enfant puisse grandir fier de ses racines. Valoriser les langues, la musique, les vêtements, les codes et la créativité des quartiers, c'est rejeter l'idée que tout cela serait inférieur. Ce travail commence à l'école, mais se poursuit dans les familles, les églises et surtout dans l'espace public. Les festivals culturels comme le Festival international panafricain de Montréal ou l'Afropunk à Brooklyn montrent la force de cette affirmation identitaire. Sur le plan politique, la leçon la plus radicale est d'organiser l'indépendance. Il ne s'agit pas seulement de voter pour le moins mauvais dans les grands partis, mais de former des candidats issus des quartiers, porteurs d'un vrai projet d'émancipation, même hors des cadres traditionnels. Construire des mouvements libres de tout financement extérieur, créer des alliances avec d'autres opprimés, garder l'objectif d'autonomie en ligne de mire. Les Black Panthers avaient tenté cette voie dans les années 70 en créant des programmes sociaux indépendants de l'État. Pour la sécurité, l'autodéfense communautaire devient centrale. Il ne s'agit pas de remplacer la police, mais d'apprendre à protéger les enfants, prévenir les violences, défendre les droits face à l'injustice. Organiser des patrouilles citoyennes, des ateliers sur la désescalade, apprendre à connaître la loi. Tout cela, c'est regagner le contrôle du quotidien. Des exemples récents, comme les réseaux de Guardian Angels à New York ou les initiatives de médiation à Marseille, montrent que la sécurité peut être repensée par et pour les habitants. Aucun changement profond ne survit sans institutions indépendantes. Fonder des écoles alternatives où l'on enseigne l'histoire noire, créer des médias locaux qui donnent la parole à la communauté, ouvrir des centres de santé dirigés par et pour les habitants, chaque initiative renforce l'autonomie. Se soigner, s'informer, se former sans dépendre de structures hostiles, c'est bâtir un avenir solide. Les Freedom Schools, créés pendant le mouvement des droits civiques, en sont un exemple marquant. La solidarité internationale donne de la force à tout ce mouvement. Investir en Afrique, soutenir des projets agricoles ou éducatifs sur le continent, c'est établir un pont vivant avec la matrice africaine. Nouer des liens avec les luttes africaines, échanger idées et ressources, c'est comprendre que la réussite de l'un élève tous les autres. La diaspora n'est pas seule.
Elle appartient à une famille mondiale capable de peser sur le destin de millions d'Africains et d'Afro-descendants. L'initiative Year of Return au Ghana, qui a encouragé des milliers d'Afro-Américains à renouer avec le continent, illustre la puissance de ces échanges. Ce modèle n'est pas une utopie. Il s'inspire d'exemples réels, comme celui du Burkina Faso, et de la volonté de communautés noires qui refusent d'attendre la permission d'exister. L'alternative à la dépendance, c'est la prise en main, le courage et la vision d'un avenir forgé ensemble. Les succès de la communauté Igbo au Nigeria, qui a bâti de puissantes coopératives, prouvent que la détermination collective peut surmonter les obstacles. Mais comment passer de l'inspiration à l'action concrète, au cœur des réalités américaines? Regardons comment ces principes peuvent être adaptés, pas à pas, à la vie des quartiers aujourd'hui. Il s'agit de traduire les leçons de Traoré en initiatives locales, adaptées au contexte de chaque communauté. Première étape, dresser un état des lieux des ressources existantes. Qui possède les commerces? Où va l'argent dépensé chaque jour? Quels sont les talents cachés dans le quartier? Cette cartographie sociale et économique permet de cibler les priorités, soutenir les entrepreneurs noirs, créer des réseaux d'entraide, lancer des campagnes Buy Black pour encourager la consommation locale. Deuxième étape, investir dans l'éducation alternative. Monter des ateliers d'histoire afro-américaine, inviter des intervenants du continent africain, organiser des voyages d'échange culturel, valoriser la transmission orale, la mémoire des anciens, les savoirs traditionnels. Chaque enfant qui connaît ses racines devient un rempart contre l'aliénation et l'autodépréciation. Troisième étape, bâtir des institutions durables. Fonder des coopératives de crédit, ouvrir des mutuelles de santé, lancer des médias communautaires. Ces structures, même modestes au départ, créent un effet boule de neige. Elles inspirent la confiance, sécurisent les parcours de vie et donnent à la jeunesse des exemples concrets de réussite collective. Quatrième étape, cultiver la solidarité avec l'Afrique, par le biais de jumelages entre villes, de partenariats économiques, d'échanges universitaires, tisser des liens vivants avec le continent. C'est en multipliant les passerelles que la diaspora retrouve sa force originelle, sa capacité à peser sur les grands équilibres mondiaux. Cinquième étape, former des leaders ancrés dans la réalité du peuple. Cela implique d'identifier, former et soutenir ceux qui incarnent la vision d'un avenir libéré, débarrassé des compromissions et de la dépendance. Les mouvements comme Black Lives Matter ou les campagnes pour la justice environnementale montrent que l'émergence de nouveaux leaders est possible, à condition de refuser la récupération politique ou institutionnelle. La révolution ne demande pas l'autorisation. Elle se lève, ici et maintenant, portée par l'urgence et la lucidité. Elle n'attend pas l'approbation des puissants. Elle se forge dans la fraternité et la détermination quotidienne. Rester immobile face à l'oppression, c'est donner du terrain à ceux qui exploitent et étouffent. Chaque moment d'inaction offre du pouvoir, des moyens et de la légitimité au système qui perpétue la marginalisation de la diaspora noire. Refuser d'agir, c'est accepter que la domination se perpétue, que la voix noire reste muselée, que l'histoire ne change jamais. Pourtant, chaque sursaut de courage ébranle ce cycle. Le capitaine Ibrahim Traoré, par son engagement au Burkina Faso, incarne une voie de renaissance noire. Il a montré que l'indépendance ne se mendie pas. Elle se bâtit, pierre après pierre, en reprenant le contrôle des terres, des industries, de la souveraineté culturelle. Son exemple rappelle que chaque peuple opprimé, s'il s'unit et s'organise, peut inverser le cours de l'histoire. Imaginez la puissance de la diaspora noire si elle puisait dans cette audace. Si, sur chaque continent, des communautés décidaient de s'organiser, de créer leurs propres institutions, de protéger leurs héritages, de refuser la soumission économique et mentale, de miser sur leur force collective. Ce serait la naissance d'un nouvel âge, où la fierté et la puissance noire éclairèrent le monde. S'engager n'est pas un slogan, c'est une nécessité vitale. La libération noire n'arrivera jamais par la bonne volonté des puissances coloniales ou des élites occidentales. Elle se conquiert par la solidarité internationale, l'organisation, l'innovation institutionnelle
et la transmission d'une fierté inaltérable. Il s'agit d'un combat quotidien, fait de petites victoires et de grandes espérances, où chaque génération apporte sa pierre à l'édifice. Chaque geste compte, chaque voix pèse. Choisir l'inaction, c'est renforcer la domination. S'impliquer, c'est ouvrir la voie à un avenir où la diaspora noire façonne son destin, affirme sa place, inspire le monde. Les générations futures jugeront notre capacité à saisir ce moment historique, à transformer la douleur en énergie, le rêve en réalité. L'exemple de Traoré n'est pas à idolâtrer, mais à adapter. Il prouve que la souveraineté n'est ni une illusion, ni un slogan, mais un chemin exigeant, tracé par la cohérence et la détermination. C'est un défi collectif, refuser la résignation, oser imaginer un horizon nouveau pour les générations futures. La libération commence par la prise de conscience, se poursuit par l'organisation et s'accomplit dans l'action. La vraie question n'est plus « est-ce possible ?», mais « qui, aujourd'hui, s'engage pour transformer ce rêve en réalité ?»